du sinus par voie cristale. La grande expérience chirurgicale du docteur Stéphane Berg va nous aider à comprendre un petit peu comment fonctionne ce merveilleux produit dans ce genre d'opération chirurgicale. Stéphane, merci, je te laisse la parole. Merci David, merci. Bonjour à tous, bonjour Alexandre, bonjour David, merci beaucoup. Bonjour à tous, alors c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et de fêter mon anniversaire avec autant de monde autour de moi, ça fait véritablement très plaisir. Alors, nous avions vu dans la dernière conférence web, nous avions vu l'intérêt et le protocole à suivre pour obtenir une reconstruction efficace du plancher du sinus. Je vous rappelle que la reconstruction de ce plancher sous-sinusien est fondamentale pour espérer appliquer une technique d'exploitation du volume sinusien. Alors, comme vous le savez déjà, la pose d'implant au niveau de l'espace sous-sinusien est l'un des challenges les plus courants au niveau du maxillaire. La fermeture de cet espace sinusien par la reconstruction de la corticale vestibulaire ou par l'obturation de l'effraction post-extractionnelle reste un préalable indispensable à la poursuite de la thérapeutique implantaire sous-sinusienne. Vous ne pouvez pas envisager une thérapeutique implantaire sous-sinusienne si le plancher sous-sinusien n'est pas reconstitué. Alors, dans cette présentation, nous allons envisager la technique d'élévation du sinus par voie cristale. Ça se dit aussi technique d'élévation du sinus par voie alvéolaire ou technique d'élévation verticale, avec un comblement partiel. En anglais, on parlera de closed sinus lift ou de vertical sinus lift. Alors, je vais reprendre, avant de commencer, je vais reprendre un schéma des différents modes opératoires qui vont nous aider un petit peu à comprendre. C'est un schéma que je vous ai déjà présenté la dernière fois, mais ça va nous aider à comprendre comment exploiter ce volume osseux sous-sinusien. Alors, je reprends ici, nous avons donc le volume sinusien. La membrane est schématisée à ce niveau-là. Ceci, c'est donc le plancher du sinus ou l'os sous-sinusien. Et je vous rappelle que dans le cas numéro 1, ici, nous avons un volume osseux sous-sinusien qui est suffisant et qui nous permet d'envisager une pose implantaire directe. C'est un cas que je vous avais présenté lors du dernier webinaire qui arrive, qui est courant, qui est un cas assez favorable, évidemment. Dans le cas numéro 2 ici, le volume sous-sinusien a dû être reconstitué. Donc, nous procédons à l'extraction dans un premier temps avec comblement alvéolaire, reconstruction du plancher sous-sinusien, tel que nous l'avions vu la dernière fois. Et une fois que le plancher sous-sinusien est reconstruit, 3 mois et demi plus tard, nous pouvons envisager la pose de l'implant. Je passe maintenant au numéro 4. Ben oui, je saute le numéro 3. On va en parler pendant maintenant 45 minutes. Donc, je passe le numéro 3 et je vais directement au numéro 4. Le numéro 4, ma foi, le plancher sous-sinusien est inférieur à 3 mm. Il faut alors prévoir un soulevé de sinus par abord latéral avec comblement partiel du sinus pour arriver à une hauteur exploitable suffisante et pour pouvoir poser l'implant. Ça fera l'objet d'une autre communication, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le cas numéro 3. Donc, le cas numéro 3, le plancher du sinus est supérieur à 4 mm, on va voir pourquoi. Il est inférieur à 10 mm, donc on ne peut pas l'exploiter directement. Par contre, on va pouvoir à la fois modifier la hauteur intrasinusienne, la hauteur du plancher du sinus, à notre avantage, et pouvoir placer l'implant directement. Pour le cas numéro 3, la hauteur du plancher du sinus est comprise entre 4 et 9 mm.
Elle n'autorise pas la pose immédiate d'un implant classique. Je ne parle pas d'implant de faible longueur, je parle d'implant classique, donc de 10 mm à partir de 10 mm. Et c'est le cas typique qui nécessite le soulevé de sinus par voie cristale. Alors, je reviens ici, c'est le même schéma, mais expliqué un petit peu différemment. Nous avons d'abord éventuellement une extraction avec un comblement alvéolaire à l'ogma-bande d'apatite. Dans le même temps, cette manipulation va nous permettre de corriger d'éventuels défauts vestibulaires. Nous obtenons alors ici une reconstruction du plancher sous-sinusien. Premier cas, le plancher sous-sinusien est supérieur à 10 mm, nous pouvons placer l'implant directement. Deuxième cas, le plancher sous-sinusien est supérieur à 4 mm mais inférieur à 10 mm. C'est le cas du soulevé du crestal sinus lift, donc du soulevé de sinus par voie crestale. Et troisième cas, le plancher du sinus est inférieur à 3 mm. Nous allons d'abord procéder à un soulevé de sinus par voie latérale et nous interviendrons 4 à 6 mois plus tard avec le placement implantaire. Alors, en voici le principe. Nous avons donc ici la membrane de Schneider qui est schématisée. Au-dessus, le volume sinusien, le plancher du sinus que vous voyez ici. Alors, voici le principe, tout simplement. La membrane de Schneider que vous retrouvez ici, je viens à ce niveau-là, au niveau de la radiographie, vous la retrouvez ici. La membrane de Schneider qui isole le sinus muqueux dans le volume osseux squelettique sinusien, cette membrane de Schneider va être décollée. On va la décoller, on va la soulever mécaniquement. Et on le voit bien ici. Elle est ensuite repoussée dans le volume intérieur sinusien. Le biomatériau va être introduit à ce niveau ici par le puits de forage implantaire, vous l'avez ici, et ce biomatériau va maintenir à distance cette membrane. Alors, ça exige du biomatériau certaines propriétés, on va revenir dessus. Au final, ce biomatériau va s'ossifier autour de l'implant. Alors, il faut savoir ce qu'on veut comme ossification. Et c'est là où certains biomatériaux sont intéressants, d'autres plus intéressants que certains matériaux basiques, on va dire, et que certaines nouvelles générations de matériaux nous intéressent plus particulièrement. Cet os nouveau, cet os néoformé, va permettre en fait de créer un espace osseux périimplantaire favorable. Et vous l'avez ici, nous aurons à ce moment-là un nouvel espace périimplantaire. Voici l'os de départ, 4 mm au minimum, et l'os néoformé qui va venir à ce niveau-là. Là, ici, il s'agit encore du biomatériau, bien sûr. Alors, je ne reviendrai pas sur les techniques de soulevé de sinus parce qu'elles sont multiples. Nous allons avoir des techniques par ostéotome à percussion, nous allons avoir des techniques par ostéotome par vissage qui sont tout à fait, on va dire, simples. Nous avons des techniques par surpression, surpression par air, surpression par eau. Ces techniques sont multiples. Je crois qu'il n'y a pas de supériorité d'une technique par rapport à une autre. Je vous engage à pratiquer la technique que vous maîtrisez le mieux. Ce sont des techniques qui aujourd'hui sont éprouvées et ça n'est pas, mon propos aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'élévation de sinus par voie crestale? Eh bien, ma foi, c'est une modification douce de l'architecture intrasinusienne. Elle va rendre possible l'implantation postérieure dans la zone sous-sinusienne. Les indications, elles sont très précises, nous allons y revenir. Et l'ogma-bande d'apatite, puisqu'on va parler aujourd'hui d'ogma-bande d'apatite, va nous permettre, par la régénération osseuse guidée, par les avantages de la régénération osseuse guidée, d'une part, le gain osseux sous-sinusien nécessaire à la stabilisation de l'implant, on en a parlé, et également, et c'est l'un des seuls matériaux qui nous permet ça, de procéder à la correction d'un défaut osseux vestibulaire dans le même temps opératoire.
c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Alors, l'intérêt de l'Ogmabond apatite, il faut qu'il soit, pour être utilisé dans ce type d'intervention, il faut qu'il soit suffisamment dense, et il l'est, parce qu'il nous permet de repousser et de soulever cette membrane, mais on va l'utiliser de façon fragmentée. Le protocole d'utilisation n'est pas le même protocole que vous avez pu voir dans les conférences du docteur David Baranès sur les comblements alvéolaires ou que vous avez pu voir dans ma conférence sur la reconstitution du plancher du sinus. Le protocole est totalement différent, nous allons le détailler. Il faut ensuite qu'il soit donc suffisamment dense, on l'a vu, pour remonter, pour soulever cette membrane et pour la maintenir éloignée. Et puis, il faut qu'il soit suffisamment fluide pour être amené sur le site à travers le forage implantaire. S'il est trop dense, on ne pourra pas l'évacuer et soulever la membrane. S'il n'est pas assez dense, il ne pourra pas maintenir cette membrane à distance. Donc, dans cet espace clos, puisque c'est un espace clos pris entre l'os et la membrane, le sulfate de calcium biphasé va se transformer en os au bout de 3 à 4 mois. 4 mois plutôt. Dans le même temps opératoire, mais par contre là, en utilisation classique, telle que vous l'avez vu avec les conférences précédentes du docteur David Baranès, ou telle que vous l'avez vu dans la reconstitution du plancher du sinus, donc de façon classique, dans sa fluidité classique, l'Ogmabond apatite va nous permettre dans le même temps opératoire de corriger sans utilisation de membrane, sans utilisation de PRF, non, dans le même temps opératoire et de façon extrêmement simple, avec des lambeaux à minima, va nous permettre de corriger un défaut osseux vestibulaire dans le même temps opératoire. Et c'est l'un des seuls matériaux qui nous permet ça. C'est là où ça va être très intéressant. Alors, comme dans toute intervention sinusienne, nous devons être rigoureux sur la prémédication. C'est une évidence. Absence d'infection aiguë, il faut prévoir une antibiothérapie prophylactique. Aujourd'hui, il se pose encore une autre question qui est la prémédication anti-inflammatoire, qui va poser problème. Alors, difficile d'en parler au jour d'aujourd'hui parce que ça évolue. Parce qu'on est d'accord, les anti-inflammatoires, les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont absolument prohibés actuellement dans cette folie du Covid. L'utilisation d'anti-inflammatoires stéroïdiens est à l'étude. Il y a différentes parutions. Je crois que tout ça va encore s'affiner. Et nous attendons des parutions, nous attendons des tests. Aujourd'hui, difficile de se prononcer. C'est quelque chose qui va encore évoluer. Donc, il est évident que ces conditions sont indispensables, évidemment. Nous en reparlerons au fur et à mesure de l'avancée et de la maîtrise de ce Covid. D'autres conditions, évidemment, sont nécessaires. Alors, le plancher du sinus doit être intact ou reconstitué. Donc, ça, c'est une évidence. L'intégrité du plancher du sinus doit être respectée. La hauteur sous-sinusienne, parlons-en, elle doit être supérieure à 4 mm. Donc, évidemment, si elle est de 10 mm, nous n'avons pas besoin de ce type d'intervention. La hauteur du plancher, par contre, il faut qu'elle ait un minimum de 4 mm. Pourquoi? Eh bien, c'est cette hauteur du plancher, c'est cet os sous-sinusien de 4 mm minimum qui va nous permettre d'avoir une stabilité implantaire primaire. Cette stabilité, elle est fondamentale. Vous ne pouvez pas faire tenir un implant si vous n'avez pas cette stabilité. D'abord, l'ostéo-intégration, s'il y a une mobilisation de l'implant, ne se fera pas. Nous aurons à la place une fibro-intégration, nous le savons. D'autre part, il est évident que si la stabilité n'est pas assurée, ça n'est pas le bond apatite ou n'importe quel biomatériau dans sa phase de durcissement qui va permettre cette stabilité. Non, elle interviendra plus tard, il va falloir quelques semaines, quelques mois. Mais la stabilité primaire de l'implant doit être assurée et elle le sera par les premières spires qui sont engagées dans cet os sous-sinusien. Ensuite, l'intégrité de la membrane de Schneider.
Évidemment, cette intégrité doit être préservée. Elle doit être totale, sinon nous aurons une fusée de biomatériaux. Même si le biomatériau qu'on va utiliser, en l'occurrence l'ogmabandapatite, a une compaction qui est plus intéressante que les autres. Mais malgré tout, nous risquons une fusée. Ça, c'est la première chose. Et donc, je vais revenir à plusieurs reprises lors de l'intervention sur la manœuvre de Salva, qui est tout simplement le fait de fermer le nez du patient, de presser le nez du patient et de lui demander de souffler par le nez. Alors, cette manœuvre, elle est fondamentale. Il faudra l'utiliser au fur et à mesure des différentes étapes opératoires pour être sûr d'avoir conservé l'intégrité de la membrane sous-sinusienne. Si nous avons une effraction de la membrane sous-sinusienne, nous ne pourrons pas procéder au comblement. Il faudra revenir dans un autre temps opératoire. La distinction est très simple à faire. Si la membrane est préservée, vous verrez, lorsque l'alvéole se remplit de sang, vous verrez tout simplement un petit, on va dire une petite poussée, tout simplement, du niveau sanguin. C'est tout. Si nous avons une effraction de la membrane de Schneider, à ce moment-là, nous aurons des bulles, véritablement des bulles d'air qui vont remonter, qui vont passer à travers cette membrane et qui matérialisent le fait que le sinus soit effracté. Alors des fois, on a bien plus que ça, on a carrément un jet de sang et d'air, une espèce de pulvérisation sanguine. Alors là, vous avez véritablement non plus une effraction, mais vous avez une interruption énorme de cette membrane, et donc le geste opératoire doit être différé. Le volume apporté. Nous avons donc ici minimum 4 mm. Le volume apporté peut être au maximum de 6 mm. Donc, dans le pire des cas, nous pourrons mettre un implant de 10 mm. Maintenant, globalement, nous avons des fois besoin de 2, 3, 4 mm. Eh bien, cette technique donc, saura nous apporter la hauteur d'os manquant. Alors, parlons maintenant du greffon. Le greffon, que ce soit le greffon, que ce soit les matériaux habituels, les matériaux classiques, que ce soit le banc d'apatite, on va avoir les mêmes exigences. D'abord, le greffon, il doit être biocompatible. C'est une évidence. Nous devons aller aujourd'hui vers une biocompatibilité, c'est-à-dire que ce qui est billes de verre, ce qui est corail, etc., qui étaient juste des ostéoconducteurs, je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus de raison de les employer. D'autre part, évidemment, en tant que clinicien, nous allons rechercher une facilité d'utilisation. Il faut que ce soit le plus facile possible dans l'utilisation. Pourquoi ? Eh bien parce qu'une chirurgie rapide est une chirurgie réussie. Tout simplement parce que notre abord chirurgical, on sait que plus il est simple, et plus ça nous facilite la vie. On a un métier qui est suffisamment dur, qui est suffisamment complexe, avec beaucoup de choses autour à gérer lors d'une intervention. Donc, si on peut avoir un matériau qui se gère facilement, c'est intéressant. Et c'est pour ça que l'ogmabandapatite va être intéressant pour l'utilisation de la correction d'un défaut osseux vestibulaire dans le même temps opératoire, puisque je n'ai pas besoin de recourir à la pose d'une membrane. Donc, je vais économiser le temps de suture d'une membrane, ce qui est énorme. Je vais avoir un lambeau, un décollement à minima, puisque je n'ai pas besoin d'avoir la vision directe pour utiliser une membrane. Je n'ai pas besoin non plus de PRF. Aucun intérêt dans l'utilisation de l'ogmabandapatite. C'est une technique qui marche très bien, mais qui n'est pas intéressante dans l'utilisation de l'ogmabandapatite. Et donc, je n'ai pas besoin de faire un prélèvement, je n'ai pas besoin de passer du temps supplémentaire. C'est quand même très appréciable. Ensuite, l'ogmabandapatite se compacte. Il se compacte de façon très simple, on va le voir. Cette compaction va lui donner, et ce durcissement va lui donner justement l'une de ses qualités principales, qui est le fait d'être remplacé très rapidement par les cellules osseuses.
Comme je vous ai dit, il est suffisamment compact également pour maintenir la membrane de Schneider à distance et il est suffisamment fluide pour pouvoir être amené sous la membrane de Schneider. Alors, selon un protocole bien précis, on va en reparler, on est d'accord. Ensuite, bien ma foi, il est en quantité suffisante, sans préjudice pour le patient. Alors, ça c'est très important, parce que l'os autogène, évidemment, vous l'avez compris, je me rabats vers l'os autogène. L'os autogène, on en a autant qu'on veut. Oui, mais à condition de réouvrir, à condition de faire un deuxième site, un site mentonnier ou un site au niveau de la branche maxillaire, de la branche mandibulaire, pardon. C'est tout à fait faisable. On sait faire, ce sont des techniques qu'on sait faire. Mais pourquoi infliger au patient un autre site opératoire? Je n'en vois pas l'intérêt. Pourquoi, et puis c'est long, pourquoi de nouveau, là encore, aller vers une intervention plus longue? Non, si j'ai besoin de plus, j'ouvre une seringue supplémentaire. Là, en l'occurrence, dans ce type de technique, pour une intervention de soulevé de sinus par voie cristale avec comblement partiel, une seringue est largement suffisante. Vous allez le voir, une seringue est tout à fait suffisante. Mais si besoin, je n'ai pas besoin d'aller réouvrir sur un site supplémentaire. Alors, autre qualité du greffon, moi maintenant je vais chercher et je vais exiger de mon matériau de comblement, je vais exiger une bioactivité. Pourquoi? Eh bien parce que pourquoi me priver d'une transformation à 100% à terme en cellules osseuses et pourquoi m'obstiner à aller avec des biomatériaux de type bovin, je ne citerai pas de marque particulière, mais qui ont une transformation à 17-18%, alors que l'augmentation d'apatite a une transformation à 6 mois à plus de 80%. Donc, aujourd'hui, je vais chercher à aller vers de l'os et non pas une trame osseuse bovine avec un remplacement de cellules osseuses à 17-18%. Non, aujourd'hui, je vais chercher à avoir à terme 100% d'os néoformés. Alors pourquoi les qualités de l'augmentation d'apatite? Eh bien oui, il va être bioactif par la libération d'ion calcium, évidemment. Le coût, il nous intéresse tous parce que ça va faire partie aussi du protocole d'acceptation par le patient. Le coût de l'augmentation est totalement raisonnable puisqu'on n'a pas besoin de lui adjoindre une membrane en cas de correction vestibulaire. On n'a pas besoin d'adjoindre des manipulations supplémentaires comme pour le PRF. Et une seringue d'augmentation d'apatite fait 1 cc. Donc, c'est largement suffisant. Et puis enfin, dernière qualité du greffon, mais je vous en parle depuis tout à l'heure parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est effectivement cette polyvalence. Alors, cette polyvalence, elle est très intéressante. Pourquoi? Eh bien, ma foi, parce que je vais pouvoir en même temps réaliser mon soulevé de sinus cristal et remplacer des pertes osseuses vestibulaires dans le même temps opératoire. Et sans membrane, sans PRF. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant et c'est une polyvalence qui n'existe pas dans d'autres matériaux. Alors, étudions notre premier cas clinique. Il s'agit d'un homme de 48 ans, non-fumeur, pas d'antécédents particuliers. À la demande de notre correspondant, alors c'est un cas en l'occurrence du docteur Thibaut Courbet, nous allons procéder à la mise en place de 2 implants en 16 et 26. Alors, vous pouvez voir à ce niveau-là, au niveau de la 16, que nous avons une hauteur qui est relativement satisfaisante, mais nous allons avoir un autre problème, on va le voir tout de suite, au niveau de l'examen clinique. La 26, par contre, la hauteur est inférieure. Dans les 2 cas, il nous faut évaluer cliniquement, mais le scanner est intéressant aussi. Le CBCT va nous donner la hauteur clinique du plancher sous-sinusien et c'est ce qui va conditionner le reste de l'intervention. Donc le CBCT, dans ce cas-là, est véritablement indispensable.
Voici le cas. Et nous pouvons procéder à l'examen clinique. On se rend compte qu'au niveau de la 16, c'est marqué par la petite flèche jaune, nous avons un pincement vestibulaire. Ce pincement vestibulaire, alors on ne connaît pas, on n'a pas l'historique de l'extraction, c'est plus ancien, mais en tout cas, ce pincement vestibulaire, évidemment, il est lié à l'ancienneté de l'extraction. On va tout de suite voir les incisions, qui sont des incisions crestales simples, comme vous les voyez. Et donc, au niveau de la 16, on constate une diminution transverse du volume de cette crête qui est liée au processus de résorption post-extractionnelle. Bon, vous le savez, c'est un processus qui est très classique. Par contre, souvent, on va avoir des limitations. Cette résorption post-extractionnelle, elle intervient dans des proportions qui peuvent être limitantes pour notre exercice. Alors, je reviens juste sur les résorptions crestales. Allen va les définir en 85, alors il va un petit peu reprendre d'autres classifications. Il va les classer en trois classes, A, B et C, avec une perte pour la classe A, qui est ici une perte vestibulaire, une perte tissulaire verticale, purement verticale. Pour la classe B, une perte tissulaire non pas verticale, donc on le voit ici, non pas verticale, mais dans l'axe transverse, donc vestibulo-palatin, vestibulo-lingual. Et la classe C, ben alors là, on a vraiment le tout, c'est mixte, c'est à la fois vertical, comme vous pouvez le voir ici, et à la fois transverse. Allen va apporter aussi on va dire une quantification, puisqu'il va donner trois degrés, 3 grades de résorption, avec un grade faible, inférieur à 3 mm, médium, de 3 à 6 mm, et sévère, au-delà de 6 mm. Donc, on comprend que ça peut être limitant dans notre exercice. Dans le cas qui nous intéresse, la résorption, elle est exclusivement transverse, et uniquement sur la 16, on va voir très exactement le site au décollement. Vous voyez qu'au décollement, on a effectivement en 16 un pincement de cette zone qui devient limitant, vous allez le voir, qui va nous imposer une correction vestibulaire et qui va nous imposer aussi de faire très attention lors du forage. À gauche, on est tout à fait bien, il n'y a pas de problème. On va donc me préparer mon plateau opératoire. Alors, on va travailler, nous, là en l'occurrence, aujourd'hui, avec des ostéotomes manuels et à percussion. Vous pouvez voir, les implants sont déjà préparés. Je sais quels implants je vais utiliser. Moi, j'aime bien les visser à la main, surtout dans ce type d'intervention. On a une finesse au niveau du vissage. Après, chacun sera libre, on va dire, de sa technique chirurgicale. J'utilise ici un porte biomatériaux, qui est une sorte, pour les anciens, de porte amalgame, mais beaucoup plus large, et qui va me permettre d'amener le biomatériau directement au niveau du forage. C'est un gain de temps. Vous pouvez utiliser une seringue également, ou vous pouvez utiliser la seringue fournie avec l'OGMA. Vous allez voir la manipulation. Les 3 cas seront utilisés dans les différentes approches cliniques que je vous propose aujourd'hui. Ensuite, c'est une question, on va dire, de technicité chirurgicale. Alors, la préparation du logement implantaire, ma foi, elle se fait de façon tout à fait classique au forage. On va s'arrêter 1 mm avant la limite sinusienne. Et vous voyez à droite, qu'à droite, on a un site qui est relativement fin, une corticale vestibulaire résiduelle qui est très fine, du fait de la perte osseuse vestibulaire. Cette perte osseuse vestibulaire, elle est relativement favorable, paradoxalement. Elle est importante, mais elle est favorable. Pourquoi? Parce que nous avons véritablement ici 3 parois à ce niveau-là qui déterminent une espèce de poche à 3 parois. Alors, ça va un petit peu vite. Voilà, ça détermine une poche à 3 parois. On va avoir donc une surface d'échange tout à fait sympathique et tout à fait large.
L'apposition vestibulaire, puisqu'il s'agit de ça, il s'agit d'une augmentation par apposition vestibulaire, cette apposition vestibulaire sera très intéressante. Dans le cas précis, je réponds peut-être tout de suite à certaines questions qui vont apparaître. Dans le cas précis, je n'ai pas besoin d'aller vers une activation sous périostée. Je ne vais pas perforer, donc décortication en anglais, je ne vais pas perforer ma corticale vestibulaire parce que l'apport sanguin vasculaire va être suffisant au vu de l'épaisseur de l'augmentation apatite que je vais utiliser et que je souhaite récupérer. Donc, dans ce cas-là, je ne vais pas aller impacter ma corticale vestibulaire. Alors, évidemment, donc, encore une fois, vous voyez ici que je vais utiliser des ostéotomes. Ces ostéotomes, je vais les utiliser à la main, en percussion légère, au maillet. Évidemment, après, je vais vérifier en bouchant le nez du patient et puis je vais le faire souffler. Si l'air ne sort pas et que lorsque je libère ma pression sur les narines, là, j'ai l'air qui sort, alors c'est bon. C'est bon, j'ai préservé l'intégrité de la membrane de Schneider. C'est une manœuvre que je vous invite à refaire au fur et à mesure de l'avancée de votre forage, au fur et à mesure de l'avancée de votre soulevé par les ostéotomes. Donc, personnellement, je mets en place une compresse sur le nez du patient, qui a évidemment été désinfecté avant de même que la totalité du champ opératoire. On a des champs, mais le nez et la bouche, etc., sont désinfectés avec des solutions spécifiques. Et je mets malgré tout une compresse de façon à ne pas souiller mes gants, et je vais systématiquement retourner voir l'intégrité de cette membrane de Schneider. J'insiste, mais c'est véritablement très important. Nous allons ensuite procéder à l'injection de ce biomatériau. Alors, comprenez-moi bien. J'ai en fait deux interventions en une. J'ai une augmentation de volume vestibulaire à gérer, et pour le côté droit uniquement. Et j'ai également un soulevé de sinus cristal à faire. Pour l'intervention, la première intervention, c'est-à-dire l'augmentation de volume vestibulaire et le renforcement de cette corticale vestibulaire, je vais utiliser l'augmentation d'apatite classiquement. Donc, c'est quelque chose que nous avons déjà vu dans les protocoles développés par le docteur David Baranès ou que j'ai déjà développé. Pour les praticiens qui nous ont rejoints, les replays sont disponibles ou seront disponibles après le confinement. Et d'un autre côté, le protocole est d'une manipulation assez simple. On va donc activer la seringue. Deuxièmement, injecter. Troisièmement, comprimer. 1, j'active. 2, j'injecte. Troisièmement, je comprime. Je vais activer la seringue en mélangeant la solution saline et la poudre. J'ai donc un dosage qui est immédiat. C'est donc une facilité d'utilisation qui est considérable. Cette activation, donc ensuite je viens injecter, donc je viens activer jusqu'à la ligne bleue qui est marquée au niveau de la seringue et que vous voyez bien sur la diapositive de gauche. On va ensuite injecter le produit. Il ne m'en faut pas beaucoup pour réaliser une augmentation vestibulaire. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de tellement de produits. Et immédiatement après, je vais procéder, donc activation, injection, compression. Je vais procéder à la compression du matériel avec une compresse propre, théoriquement avec le doigt, mais là, je n'arriverai pas, je n'aurai pas assez de pression, et je vais donc utiliser un décolleur classique pour comprimer ce matériel. Vous pouvez noter, vous l'avez déjà noté tout à l'heure, que le lambeau que j'ai fait est extrêmement limité. Je ne cherche pas à visualiser de façon considérable, je ne cherche pas à décoller de façon considérable, et je n'ai absolument pas besoin de faire des incisions de décollement partiel, puisque
Nous l'avons déjà vu dans le protocole, mais on va y revenir, puisque c'est une suture ensuite sous tension. Donc, le lambeau est véritablement à minima, et donc je vais préserver, on va dire, je vais préserver mon abord, et je vais préserver donc aussi le patient, parce qu'un lambeau à minima, c'est moins de suite opératoire, c'est moins de douleur, c'est moins de réaction inflammatoire. On est tout à fait dans une logique de préservation du patient. Je vais donc terminer mon comblement vestibulaire et je vais maintenant passer à la deuxième phase. Donc, on va les revoir après, mais je vais passer maintenant à la deuxième phase d'utilisation de l'ogma-bande-apatite, à la deuxième intervention, qui est l'intervention de soulevé de sinus par voie cristale avec comblement partiel. Première étape, je vais vider le reste de la seringue dans une cupule. Vous le voyez ici à gauche. Donc, c'est tout le reste de la seringue que je vais vider dans une cupule. Et je vais laisser durcir le biomatériau, entre 2 et 3 minutes. Je vais le laisser durcir. Je vais ensuite le fragmenter à l'aide d'un décolleur et à l'aide du porte-matériau, je vais injecter l'ogma dans le forage. Je vais le repousser avec mes ostéotomes et visser mon implant directement. Vous pouvez, encore une fois, utiliser soit le porte-biomatériaux, soit une seringue d'injection, vous le verrez, soit la seringue jetable de l'ogma. On le verra par la suite. Le biomatériau est injecté et vous comprenez donc pourquoi vous devez d'abord, si vous avez une correction vestibulaire, vous devez la faire au début avec le matériau utilisé dans sa phase initiale. On va faire la même manipulation à gauche et vous pouvez voir qu'ensuite, il me suffit de visser l'implant tout simplement. Le protocole est identique de l'autre côté. Les sutures. Les sutures se font bord à bord. Alors, pour le côté gauche, c'est un décollement à minima. Pour le côté droit, en 16, le décollement a été également à minima, mais par contre, le site a fait l'objet d'un comblement vestibulaire. Et donc, on va avoir une certaine tension. Je vous rappelle que ce matériau s'utilise lors du comblement en suture sous tension. Je ne vais donc pas aller faire des incisions, un lambeau partiel, un lambeau d'épaisseur partielle, avec des incisions secondaires. Je n'en ai pas besoin. Je cherche à faire des sutures sous tension. Si j'ai non pas une suture hermétique bord à bord, mais si j'ai ce qu'on appelle un gap de 1, 2, 3 mm, c'est tout à fait acceptable. Et je n'aurai pas de perte du biomatériau, je n'aurai pas de perte du volume de l'ogma-bande-apatite pour autant, puisque je vais avoir un effet creeping des cellules épithéliales sur l'ogma-bande-apatite. Et très rapidement, ça va se fermer. On peut également utiliser des pansements de type Oraed, c'est encore quelque chose que nous avons développé la dernière fois, de façon à masquer totalement l'incision et les sutures et à obtenir une cicatrisation encore plus complète et encore plus rapide. Les sutures sont donc ce qu'on appelle en maximal closure, c'est-à-dire avec une tolérance d'un gap de 1, 2, 3 mm, sans mettre le résultat en danger. Première radio post-opératoire avec un panoramique où vous pouvez voir plusieurs choses. D'abord, le matériau de comblement. Donc, le matériau de comblement ne s'est pas éparpillé, c'est ce qu'on va chercher dans la vision du panoramique. On va chercher à déceler un éparpillement du matériau. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, le matériau, l'ogma-bande-apatite est totalement résorbable et donc il sera évacué de façon totale. Mais bon, votre intervention sera un échec. Là, en l'occurrence,
on a une belle condensation du biomatériau. Vous pouvez voir, notamment à gauche, ici, ça se voit très bien, le niveau initial. Et vous pouvez voir que l'implant est bloqué à 50%. Relativement intéressant. Donc, on a un véritable blocage et une véritable stabilisation implantaire par les premières spires de l'implant. Ce volume-là, assurément, sera transformé en os. On a la même chose, la radiographie est un petit peu moins claire de l'autre côté, mais on a exactement le même principe. Alors, on a des rétroalvéolaires où on peut voir le succès de l'intervention. Je vous propose de voir maintenant deux autres cas cliniques filmés où on va pouvoir redétailler le protocole de façon très claire. On va commencer avec un cas clinique, un de mes cas cliniques. Nous verrons ensuite un cas clinique sur une plus grande étendue du docteur David Baranès. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Alors, c'est donc un cas de sinus lift crestal, par abord crestal. L'incision et le lambeau sont à minima, comme vous pouvez le voir. C'est un os qui a été reconstitué au départ par de l'ogmabandapatite. On va travailler avec des ostéotomes, comme c'est un os reconstitué, sans trop de pression. Je vais activer la seringue pour vider cette seringue dans une cupule. Je la vide, là, en l'occurrence, totalement. Je n'ai pas de défaut vestibulaire. C'est un os reconstitué à l'ogmabandapatite. J'ai donc quelque chose de tout à fait large. On va ensuite fragmenter. Après avoir attendu le durcissement, on va fragmenter ce matériau, le remplir, en l'occurrence une seringue, et directement injecter, puis repousser le biomatériau à l'aide d'un ostéotome. L'implant est ensuite vissé. N'oubliez pas qu'il faut vérifier l'intégrité de la membrane de Schneider. L'implant est ensuite vissé et nous voyons ici le résultat de cette intervention. Alors, c'est un os, comme je vous l'ai dit, reconstitué. On voit les cristaux d'hydroxyapatite. Voici le résultat de cette intervention où j'ai un gain d'à peu près, on va dire, 2-3 mm et où la stabilité primaire de l'implant est assurée par les premières spires. On va passer maintenant à une deuxième vidéo, un cas réalisé par le docteur David Baranès, avec une faible hauteur sous-sinusienne et donc l'impérative nécessité d'un sinus lift crestal. Incision droite et décollement à minima. Forage implantaire, tout à fait classique. Et une autre technique d'utilisation, donc on va vider, activer la seringue, la vider dans une cupule, et on va maintenant, regardez bien, se resservir de la seringue d'ogmabandapatite. On va se resservir de cette seringue. Donc on va repousser le piston et on va venir remplir cette seringue avec le matériau fragmenté. Donc on se resserre de la même seringue. On fragmente à ce moment-là le matériau qu'on peut venir injecter dans le logement implantaire. Entre-temps, bien sûr, comme d'habitude, il faut vérifier l'intégrité de la membrane de Schneider. On repousse à l'aide de l'ostéotome, on repousse le biomatériau. On comprime. On va le faire en plusieurs étapes. On repousse. On peut apporter encore un petit peu de biomatériau et on peut ensuite visser directement le matériau. Alors, l'intérêt, c'est d'avoir une seringue jetable. L'inconvénient, c'est que le diamètre de la seringue est un petit peu supérieur au forage implantaire et donc ce n'est pas forcément évident d'injecter ce matériau avec cette seringue. Par contre, c'est très pratique et donc on est dans des conditions d'asepsie parfaite.
Les implants sont ensuite vissés. À la main également, en ce qui concerne le docteur Baranès, c'est aussi on est tous les deux un petit peu old school à ce niveau-là. On va plutôt privilégier un vissage manuel parce que tout simplement on le sent, on sent plus la chose. Avec une très bonne radiographie de contrôle et un succès du cas. Alors, en conclusion, eh bien, tout d'abord, la fiabilité, c'est ce qu'on attend dans notre intervention. Ce type d'intervention apporte des résultats parfaitement fiables. Nous connaissons les résultats de l'Ogmabond apatite en ce qui concerne la régénération osseuse guidée, que ce soit dans des cas d'augmentation latérale, que ce soit dans des fermetures de cavités d'accès, dans les cas d'apicectomie, de résection apicale, que ce soit dans le comblement de kystes, que ce soit dans le comblement d'alvéoles post-extractionnelles, suite à des fractures ou des extractions toutes simples, ou que ce soit dans le comblement d'alvéoles de dents de sagesse. Nous connaissons ce matériau. Nous savons également que nous obtenons systématiquement une création d'os, d'un os néoformé. Donc, c'est un matériau qui est fiable. Son utilisation dans le cas de sinus crestal est particulièrement intéressante. Deuxième point, j'insiste sur le respect du protocole. Le protocole d'utilisation de l'Ogmabond apatite dans le soulevé de sinus crestal, par voie crestale, doit être respecté. Il faut d'abord vérifier l'intégrité de la membrane de Schneider par la manœuvre de Salva, comme je vous l'ai expliqué. Et d'autre part, il est très important de fragmenter le matériau avant de l'injecter. Si vous ne fragmentez pas le matériau, il sera trop fluide, vous ne pourrez pas obtenir un éloignement de la membrane de Schneider. Si vous ne fragmentez pas si vous ne laissez pas suffisamment durcir le biomatériau, il va durcir il risque de durcir dans le forage implantaire où vous serez gêné, ou il risque de durcir dans la seringue ou le porte-biomatériau, ce qui est également très gênant. Donc il faut, j'insiste, il faut respecter ce protocole. Il y a une véritable facilité au niveau de la mise en œuvre, vous avez pu le voir. Le coût est totalement maîtrisé. Je vais vous reparler de cette polyvalence, puisque je peux, avec la même seringue, à la fois procéder à une augmentation de volume vestibulaire et à la fois procéder à mon augmentation de volume intrasinusien. Les résultats sont rapides, puisque en 4 mois, vous avez une formation osseuse et vous pouvez revenir à 4 mois vous aurez de l'os à 4 mois et vous pouvez réouvrir à 4 mois et procéder à votre mise en charge sans aucun problème. Les résultats sur le long terme. Alors, les résultats sur le long terme, vous les voyez sur les deux photographies de droite. Ce sont des diapositives fournies par le docteur David Baranès, que je remercie, avec un résultat à 4 ans sur ce type de matériau. Je vous rappelle que ce matériau est utilisé depuis maintenant 7 ans, qu'il est diffusé en France depuis 3 ans, ce qui fait que je n'ai pas un recul sur 4 ans, comme ce que je peux vous présenter avec les cas du docteur Baranès, qui a un recul qui est bien plus important que le mien. Donc les résultats sont rapides, ils sont assurés sur le long terme, et nous avons donc un matériau qui se prête totalement à ce type d'intervention, qui est une intervention très particulière, qui est le soulevé de sinus par voie crestale. Alexandre, j'en arrive à mon exposition. Merci à toi, Stéphane. Merci pour cette présentation qui, ma foi, a été très riche. Je vais donc te poser quelques questions. On va commencer par une question. N'avez-vous pas d'intérêt de décaler l'incision pour recouvrir totalement l'implantation en CAE de difficulté de cicatrisation muqueuse? On peut, oui.
Bon, ce type d'incision droite extrêmement limitée ne posera absolument aucun problème de cicatrisation. Autant agir simplement, ça me permet aussi de mieux centrer mon implant. On peut décaler, mais en plus un implant unitaire, ça ne présente pas vraiment d'intérêt. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque en tout cas. Ok. Quel type d'ostéotome as-tu utilisé? Là, en l'occurrence, ce sont des ostéotomes Ufredi. Ufredi a une boîte d'ostéotomes que j'utilise depuis des années, mais vous pouvez également avoir différents types d'ostéotomes. Ils sont tout à fait intéressants. Je vous rappelle que dans les ostéotomes, nous commençons par un ostéotome pointu pour donner, on va dire, de l'accroche. Ensuite, un ostéotome plus large qui nous permet de percuter. Et vous pouvez apporter le biomatériau avec des ostéotomes en cupule qui permettent de repousser au maximum le biomatériau. J'utilise aussi très fréquemment des ostéotomes par vissage qui sont très intéressants, mais qui sont plus intéressants lorsque l'os est reconstitué, qu'il est encore relativement mou. En l'occurrence, c'était un os dur chez un homme de 48 ans. Donc, je préfère utiliser des ostéotomes en percussion et rester à distance du fond sinusien, d'avoir 1 mm et ensuite de pouvoir, on va dire, repousser par la percussion ce millimètre. Si la manœuvre est positive après avoir injecté le matériau, c'est-à-dire si on a effracté lors de la pose du matériau, que fait-on? Une excellente question. C'est une excellente question. Je l'aurais développée si on ne me l'avait pas posée. Je remercie le confrère qui pose cette question. D'abord, c'est une question qui prouve la modestie de notre confrère. On apprend, je crois, beaucoup plus par les erreurs ou par la maîtrise des risques. Je vous déconseille de continuer l'intervention si vous avez une effraction de la membrane de Schneider. Vous risquez de perdre le biomatériau, que ce soit de l'ogma bande d'apatite ou que ce soit n'importe quel autre biomatériau, et vous risquez d'aller vers des complications sinusiennes dont on se passe largement. Personne n'aime recevoir le coup de fil du confrère ORL ou du confrère chirurgien maxillofacial qui devra cureter l'obétique. Donc, je vous déconseille de poursuivre l'intervention. La membrane et le fond du sinus vont se reboucher de façon tout à fait simple, tout à fait claire. Vous pouvez éventuellement procéder à la fermeture de votre alvéole de forage, de votre alvéole propre, tel que je l'avais développé dans le dernier webinaire, avec une compresse de collagène, une compresse de pangène, une compresse de collagène, une éponge collagénique, et ensuite injecter très peu de biomatériaux. Vous pouvez ensuite, 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, réintervenir. Votre